Et si, à l'occasion de la présentation en compétition officielle au Festival de Cannes de Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui retrace la genèse d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard, nous évoquions dans Blow Up tous ces films, et il y en a, qui reviennent sur l'histoire du cinéma. Avec une précision d'emblée, nous n'évoquerons pas dans ce sujet les documentaires sur le cinéma, comme cet Ennemi intime, dans lequel Werner Herzog évoque les relations tumultueuses qu'il a entretenues avec son comédien Klaus Kinski. Nous n'évoquerons pas non plus dans ce sujet les fictions totalement inventées autour du cinéma, comme La Nuit américaine de François Truffaut, qui imagine le tournage d'un film fictif, Je vous présente Pamela. Non, nous allons évoquer dans ce sujet la façon dont le 7e art est revenu sur sa propre histoire, ses cinéastes, ses acteurs, ses actrices, ses producteurs, ses scénaristes. Et commençons par les biopics, nombreux sur le cinéma, et par exemple ce Chaplin que réalise Richard Attenborough au début des années 90, avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre, un film qui retrace les grandes étapes de la vie du cinéaste, de ses premiers pas en Angleterre au début du XXe siècle à ses derniers jours en Suisse à la fin des années 70, en passant évidemment par un grand moment, celui où le cinéaste-acteur trouve son personnage de Charlot, son chapeau, sa canne, sa moustache et sa démarche, l'idée d'une révélation. À part ça, certains films ont évoqué d'autres pionniers du cinéma et en privilégiant une période plus précise. Ainsi, dans Que viva Eisenstein, Peter Greenaway, plutôt que de retracer la vie entière de Sergei Eisenstein, incarné ici par Elmer Bach, se concentre plutôt sur les 10 jours que le cinéaste soviétique a passés à Guanajuato, au Mexique, en 1931, en vue d'y réaliser un film qui restera inachevé, Que viva Mexico. On y voit donc Sergei Eisenstein découvrir un nouveau pays et de nouveaux décors, mais aussi dans l'intimité, de nouveaux partenaires amoureux. Sinon, autre pionnier évoqué à une période précise de son histoire, Luis Buñuel, dans le film d'animation Buñuel après l'âge d'or, dans lequel Salvador Simo revient sur le scandale provoqué en 1930 par la projection à Paris de l'âge d'or, film surréaliste co-réalisé avec Salvador Dali, avec cet effet saisissant, l'âge d'or projeté en prise de vue réelle, l'effet d'une trouée dans le film d'animation qui semble d'une certaine façon décupler la force du film et le choc alors provoqué. Et puis dans un autre registre, évoquons Le Redoutable de Michel Hazanavicius, qui revient sur le virage politique pris par Jean-Luc Godard en 1968, un film qui s'ouvre notamment par des images du tournage de La Chinoise, avec Louis Garrel en Godard, images commentées par Stacy Martin, alias Anne Wiazemski, alors comédienne et compagne du cinéaste. Fascinant, drôle, imprévisible, déstabilisant, politique. Et un film qui se concentre bientôt sur le militantisme du cinéaste, rythmé par quelques running gags, notamment des passants, qui ne cessent de ramener Jean-Luc Godard à son passé. Sinon, vous allez en refaire comme à bout de souffle, des films comme ça? Mais encore, eh bien d'autres films sont revenus sur la genèse de certains chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, et notamment celle de Citizen Kane d'Orson Welles. Ainsi, dans le téléfilm RKO 281, Benjamin Ross en évoque le tournage avec Liev Schreiber dans le rôle d'Orson Welles et Liam Cunningham dans le rôle du chef opérateur Greg Toland, contraint de casser le plancher pour y placer sa caméra et filmer de nombreuses scènes en contre-plongée. That's the way they want it. People have made their choice. It's obvious that people prefer Jim Geddes to me. Un Citizen Kane sur lequel David Fincher est lui aussi récemment revenu, dans Manque, se concentrant plus spécifiquement sur l'écriture du film par Herman Mankiewicz, ici sous les traits de Gary Oldman, et un Mankiewicz qui, une fois son scénario achevé, va avoir une requête jusque-là inédite pour un scénariste, ce qui va désarçonner Orson Welles, ici sous les traits de Tom Burke. You're not going to like this, Orson.
I want credit. Come again? À part ça, évoquons le Hitchcock de Sacha Gervasi, qui revient sur la genèse passionnante de Psychose, petite série B d'horreur à laquelle personne ne croyait sauf le maître du suspense, ici incarné par Anthony Hopkins, en chef d'orchestre, manipulant avec malice les émotions de ses spectateurs. Une avant-première triomphale d'un chef-d'œuvre qui nous fait paradoxalement penser au film de James Franco, The Disaster Artist, qui évoque The Room de Tommy Wiseau, considéré comme l'un des pires films de l'histoire du cinéma, avec ce moment incroyable, l'avant-première du film qui vire au cauchemar, les spectateurs qui se moquent du film, et puis Tommy Wiseau qui déprime en coulisses, mais qui revient finalement sur scène une fois la projection terminée, acclamé, The Room ayant paradoxalement gagné en une projection ses galons de films cultes adorés par beaucoup. Mais encore, eh bien, dans l'histoire, énormément de films ont évoqué le destin d'actrices brisées par le monde du cinéma. C'est par exemple dans le téléfilm The Girl, l'actrice Tippi Hedren, ici sous les traits de Sienna Miller, révélée par Alfred Hitchcock, ici sous les traits de Toby Jones, en 1963, dans Les Oiseaux, une actrice au début fétichisée par le maître du suspense, mais bientôt harcelée, notamment lors de cette scène éprouvante, tournée encore et où la douleur non simulée de l'actrice laisse le cinéaste totalement impassible. Ce qui nous amène au récent Maria de Jessica Palud, d'après le récit de Vanessa Schneider, qui revient sur le destin brisé de sa cousine, l'actrice Maria Schneider, lors du tournage du Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci, avec la rencontre sur le pont Bir Hakeim entre Marlon Brando, Matt Dillon et Maria Schneider, Anna Maria Vartolomei, mais surtout avec la scène du viol fomentée en secret par le cinéaste et l'acteur et imposée de force à l'actrice. C'était très bien, Maria. Non. Non, Bernard, non, c'était pas bien. Actrice de cinéma est ainsi un métier parfois, souvent dangereux, et peut s'apparenter à une descente aux enfers, ce que montrait déjà Daniel Mann au milieu des années 50, dans Une femme en enfer, revenant sur la vie de l'actrice Lillian Ross, qu'incarne Suzanne Hayward, victime de la violence des hommes sur le plateau ou hors plateau, et qui sombre bientôt dans l'alcoolisme et la marginalisation dans la rue, abandonnée de tous. Une descente aux enfers qui s'apparente à un naufrage, ce que montre également George Sidney dans Un seul amour, avec Kim Novak dans le rôle de l'actrice Jean Eagles, avec sur la fin un suicide filmé comme une noyade, l'actrice s'enfonçant progressivement dans les profondeurs, avec sur la fin seul son visage surnageant à la surface pour quelques secondes encore. Une scène qui nous fait aussi penser au récent Blonde d'Andrew Dominic, d'après le livre de Joyce Carol Oates, qui revient sur le destin tragique de Marilyn Monroe, incarnée par Ana de Armas, avec une scène finale conçue là aussi comme une noyade, l'actrice avalant médicament sur médicament et se noyant progressivement dans le flou, l'idée d'une dissolution. Enfin, pour terminer sur une note un peu plus optimiste, le pire, parfois, est heureusement évité, en tous les cas dans les derniers instants du film Judy de Rupert Gould, qui raconte la descente aux enfers de Judy Garland, incarnée par Renée Zellweger, que l'on voit ici sur scène, perdue dans sa plus célèbre chanson, littéralement à bout de souffle, mais bientôt relayée, soutenue, aidée et sauvée par son public. Somewhere over the rainbow, way up.
Bref, si on ajoute les relations bientôt tendues entre le chorégraphe Bob Fosse, Sam Rockwell, et la danseuse Gwen Verdon, Michelle Williams, dans la série Fosse-Verdon, et les relations tendues dès leur première rencontre entre Walt Disney Tom Hanks et l'autrice Pamela Travers Emma Thompson à propos de l'adaptation de Mary Poppins dans l'ombre de Mary. Now, you don't intend for this film to be a musical? I absolutely do. No. 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 Si on ajoute Geoffrey Rush, en vrai Peter Sellers dans Moi Peter Sellers, et John Malkovich en faux Stanley Kubrick dans Appelez-moi Kubrick. Si on ajoute Romy Schneider, alias Marie Baumer, photographiée par Robert Lebec, alias Charlie Hübner, dans 3 jours à Quiberon. Et James Dean Den DeHaan, photographié par Denis Stock Robert Pattinson, dans Life. Et puis Leonardo DiCaprio, en Howard Hughes, assistant à l'avant-première des Anges de l'Enfer dans Aviator. Et Bryan Cranston, en Dalton Trumbo, assistant bouleversé à l'avant-première de Spartacus, qui met fin à des années de macartisme dans Trumbo. On peut dire que le cinéma, art jeune, mais qui l'est de moins en moins, est plus que jamais devenu un sujet de film, surtout si l'on n'oublie pas James Cagney, en Lon Chaney, dans L'homme aux 1000 visages, et Willem Dafoe, en Max Schreck, dans L'ombre du vampire, mais aussi Serge Avedikian, dans le rôle du cinéaste arménien Sergueï Parajanov, dans Le Scandale Parajanov, et Mario Van Peebles, dans le rôle du cinéaste Melvin Van Peebles, son père, dans Badass. Et on s'en veut déjà de ne pas avoir évoqué, c'est sans fin, Steve Coogan et John C. Reilly, en Laurel et Hardy, dans Stan et Ollie, mais aussi Rudolf Nureyev, en Rudolph Valentino, dans Valentino, et Jason Isaacs en Cary Grant dans la série Archie. Et puis tiens, tant qu'on y est, Jason Scott Lee en Bruce Lee sur le tournage d'Opération Dragon dans Dragon. Julia de Nunez en Brigitte Bardot sur le tournage des Dieux créés à la femme dans la série Bardot. Kristen Stewart en Jean Seberg rejouant la dernière scène d'À bout de souffle dans Seberg. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Et enfin Jennifer Love Hewitt en Audrey Hepburn sur le tournage de Diamant sur canapé dans The Audrey Hepburn Story. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec Faye Dunaway en John Crawford dans Maman très chère pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleurs films ou séries sur l'histoire du cinéma, de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. We're ready for you, Miss Crawford. Let's go. Notre numéro 5, commençons par Pasolini, le film qu'a consacré en 2014 Abel Ferrara au cinéaste et poète italien Pier Paolo Pasolini, incarné par Willem Dafoe, et un film qui se concentre plus précisément sur ses derniers jours à Rome, en novembre 1975, avant son assassinat sur la plage d'Ostia. Un film marqué donc du sceau de la tragédie, car les jours du poète sont comptés. On le voit ainsi lire, écrire et penser un pays à feu et à sang, le tout sur la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach.
Carlo was not the only powerful personage to resign himself to this official celebration. The goal of arrivists, snobs, secondary figures, functionaries, and bureaucrats with their wives. And he was not the only one to put a good face on bad luck. In the middle, there was the head of state, the still engine. Also, in democracy, the holy game of kings continues, and the ceremonial life of royalty is a widespread protocol of the bourgeoisie. He enters, pure chaos surrounded him. Notre numéro 4, plusieurs séries télé ont raconté la genèse d'un film, par exemple Feud en 2017 de Ryan Murphy, qui revient sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, avec Jessica Lange en Joan Crawford et Susan Sarandon en Bette Davis. Et puis, il y a tout récemment la série The Offer de Michael Tolkien, qui revient sur la genèse tumultueuse du Parrain au début des années 70. Une genèse racontée par le producteur Al Ruddy, incarné par Miles Teller, avec son lot de scènes savoureuses, l'écriture du scénario à quatre mains par Mario Puzo et Francis Ford Coppola au bord de la piscine. What, are you engaged now? Should I find a priest? Make it official? Pendant que le producteur Robert Evans, de son côté, organise soirée sur soirée, mais aussi la rencontre avec Marlon Brando et sa transformation en Vito Corleone, et puis le tournage de la scène du meurtre dans le restaurant dans le Bronx. Bref, on ne sait que choisir. Allez, pour aujourd'hui, revenons au début, la rencontre Al Ruddy-Charles Bluhdorn, le patron de la Paramount, alors que le parrain n'est encore qu'un livre, et un livre dont personne, a priori, ne veut. Stay. So, tell me, Al Ruddy, what are you gonna do with this fucking book? What, is he deaf? I'm going to make an ice blue, terrifying film about people you love. That is brilliant! What just happened? Congratulations. You're the producer of The Godfather. Notre numéro 3, Ed Wood de Tim Burton évidemment, classique des classiques dont on ne se lassera décidément jamais. Car si le cinéma est affaire de maîtrise, il est aussi parfois affaire d'amateurisme, et le réalisateur Ed Wood, ici incarné par Johnny Depp, s'y connaissait en la matière. Une vision du cinéma finalement très réjouissante, qui donne à son tour envie de faire des films, avec ici plus précisément une scène de tournage comme un symbole, avec Bela Lugosi alias Martin Landau et Thor Johnson alias George Steele, qui se conclut par une véritable leçon de cinéma donnée par le plus mauvais cinéaste du monde. Okay, you're Dr. Eric Vornoff, and you're upset. You've worked very hard on this experiment, and you don't want to see it fail. No, you're not that upset. You want to keep moving. You want to go through that door. Beautiful, print it. Let's move immediately to scene 52. Tor, are you in place? Yeah. Great. Roll camera. Rolling. Slate. Cue rainstorm. And action, Tor. Okay. You're Lobo. You're upset. You've worked very hard helping Dr. Vornoff with this experiment. You don't want to see it fail. No, you're not that upset. You want to keep moving. You've got to get through that door. And cut. Perfect. Print it. Let's move on.
Don't you want to do another take, Ed? Looks like Big Baldy had a little trouble getting through the door. No, it's fine. It's real. You know, in actuality, Lobo would have to struggle with that problem every day. Notre numéro 2, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, Frances, que Graham Clifford réalise en 1982, avec Jessica Lange, oui, prononçons-le à la française, c'est pour une fois plus joli, Jessica Lange, donc, dans le rôle de l'actrice iconique Frances Farmer, avec au début, dans les années 30, les premiers succès, mais bien vite, devant les velléités d'indépendance de l'actrice, les producteurs qui font une croix sur elle, alors les tournages qui dégénèrent, encore et encore, puis bientôt les arrestations au commissariat, puis les internements en clinique, une descente aux enfers bouleversante qui a traumatisé plusieurs générations de spectateurs et une descente aux enfers portée, élevée par une Jessica Lange à son zénith à Caen. Au passage, un hommage à Jessica Lange dans Blow Up. Enfin, notre numéro 1, nous tenions à terminer ce top 5 par The Fabelmans, dernier film en date de Steven Spielberg, dans lequel le cinéaste américain revient sur sa propre jeunesse, la projection marquante de Sous le plus grand chapiteau du monde, avec son spectaculaire accident de train, puis les premiers tournages et montages à l'adolescence, et enfin la rencontre véridique avec John Ford dans son bureau pour une véritable leçon, ne pas faire comme les autres, ne jamais tomber dans la banalité, une leçon de cinéma donnée par l'un des plus grands cinéastes du monde, qui est, cerise sur le gâteau, interprété par l'un des plus grands cinéastes du monde, David Lynch, pour sa dernière apparition sur grand écran, avant sa disparition soudaine en janvier dernier. L'émotion de cette dernière scène en est aujourd'hui de fait décuplée, Steven Spielberg recevant finalement 2 leçons de cinéma données par 2 grands anciens avant un ultime plan à l'extérieur plein d'humour, de malice et d'humilité. Oui, c'est décidément vraiment très très bien, The Fabelmans. They tell me you want to be a picture maker. Yes, sir, I do. Why? This business, it'll rip you apart. Well, Mr. Ford, So what do you know about art, kid? I love your movies so much. No art. See that painting over there? Yeah. I mean, yes. Yes, I do see it. Walk over to it. Well, what's in it? Describe it. Oh, okay. So there are 2 guys, and they're on horseback, and they're looking for something, so maybe they're scouting. No. Where's the horizon? The horizon? Where is it? It's at the bottom. That's right. Walk over to this painting. Well? Right, okay, so there are 5 cowboys, you know, they No. Where's the goddamn horizon? It's there. Where? At the top of the painting. All right, get over here. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Now, good luck to you. And get the fuck out of my office.
Thank you. My pleasure.